Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Véran. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Nombreuses questions ce matin à vous poser. Vous êtes porte-parole du gouvernement et on se retrouve à la croisée de nombreuses crises. Crise politique, crise démocratique, crise sociale et désormais crise violente. Des blessés par dizaines du côté de manifestants, de forces de l'ordre. Et au moment où on se parle, un manifestant qui est entre la vie et la mort. Ça va se terminer comment cette histoire ? D'abord, il ne faut pas confondre ce qui s'est passé à Sainte-Soline ce week-end et la réforme des retraites. Les gens qui sont allés à Sainte-Soline ce week-end, je rappelle que Sainte-Soline, c'est la construction de bassines, donc des grands trous dans le sol pour y stocker des surplus d'eau pendant l'hiver, pour éviter la sécheresse pour les agriculteurs pendant l'été. Vous aviez là un milieu très disparate, avec à la fois des militants écologistes, des gens qui sont venus manifester pour une cause à laquelle ils croient, mais aussi des gens qui venaient de toute l'Europe, des centaines de personnes qui venaient aussi de l'étranger, qui étaient là dans un but de manifestation extrêmement violente. Donc ça s'intègre pas, ça n'est pas à intégrer dans le contexte de la réforme des retraites. Par contre, c'était extrêmement violent, c'était attendu. C'est pourquoi la manifestation, d'ailleurs, avait été interdite, parce qu'on craignait, on redoutait, et on savait, on anticipait qu'il y aurait là-bas des violences. Mais on s'est retrouvé quand même avec cette situation. C'est-à-dire que là, vous nous donnez le contexte comme si, bon... c'est important de le rappeler, pour pas tout mélanger. Alors, on va essayer de distinguer les deux. Tout cela, évidemment, je veux bien qu'on le distingue, mais le moment de scènes de violence dans les rues à la suite des manifestations et à la suite de l'usage du 49.3 et les scènes de violence qui ont eu lieu, en effet, hier à Sainte-Soline, forcément, on a quand même envie de les rapprocher. On a envie de comprendre ce qui se passe en France. Mais si on s'arrête sur Sainte-Soline, puisque vous disiez, attention, c'est pas la même chose. Il y a quand même un manifestant qui est entre la vie et la mort aujourd'hui. Est-ce que vous dites, au fond, dans un sens, les manifestants eux-mêmes ont suscité, ont cherché, ont voulu la violence ? D'abord, quand il y a quelqu'un qui est entre la vie et la mort, on commence par avoir une pensée pour lui, ses proches et sa famille. Et c'est évidemment mes premières pensées. Et j'espère vraiment que les choses iront pour le mieux pour lui, ainsi que pour toutes les autres personnes qui ont pu être blessées. De manière générale, je le dis aussi, je condamne, moi, toute forme de violence. D'où qu'elle vienne. Y compris lorsqu'il y a une disproportion dans certaines situations. On a pu voir des images ce week-end lors de manifestations qui ont pu créer, certes, les conditions de tension qu'on a connues, mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est victime de violence, quand il faut vous qu'il y ait dites une enquête. Disproportion, Olivier Véran, est-ce que je dois entendre, quand vous dites disproportion, qu'il y a peut-être une question de l'usage proportionné ou disproportionné de la force ? Non, je fais plutôt allusion à certaines vidéos qui ont tourné, pour lesquelles l'inspection générale mots durs qui ont été lancés à destination d'un SDF ou de manifestants, c'est normal qu'il y ait des enquêtes à chaque fois. Maintenant, Apolline de Malherbe, vous me demandez de faire le lien entre les deux. Non, je vous demande pas de faire le lien. Non, mais c'est pas ça. Je vais vous répondre. Je vais en faire un. Il y a un lien temporel au minimum. Je vais en faire un. C'est même pas que temporel. C'est que depuis 20 ans, dans notre pays, on assiste à une montée progressive de la réponse violente lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est pas que dans notre pays, on y assiste aussi à l'étranger. Et ça peut prendre parfois des formes extrêmes, comme on l'avait vu, par exemple, aux États-Unis. Et j'ai commencé par vous dire, moi je condamne toute forme de violence. Je la conteste. Elle n'est jamais justifiable. Ce n'est pas, il y a eu de la violence, oui mais. Jamais de oui mais en l'occurrence. Qu'est-ce que je constate, Apolline de Malherbe ? C'est qu'il y avait à Sainte-Soline, alors qu'on savait que ce serait dangereux, on savait que ce serait violent, qu'on avait là-bas précipité 4000 gendarmes pour assurer la sécurité et la protection des manifestants. Il y avait des 4000 gendarmes face à 6000 manifestants d'après la préfecture. Pardonnez-moi. Il y avait des gentils manifestants, mais enfin il y avait aussi des personnes qui avaient prévu de manifester avec des haches et des bidons d'essence. Vous aviez des gens qui avaient pris des trains et des avions de toute l'Europe pour se retrouver là pour en découdre. Et vous aviez, et là c'est inacceptable, des élus, notamment et essentiellement d'extrême gauche, portant l'écharpe et expliquant Europe Écologie Les Verts, pour vous, c'est principalement eux qui étaient sur place avec la ceinture. Je vous dis qu'il est irresponsable lorsque vous avez une manifestation qui est interdite parce qu'on le dit, il y aura des personnes violentes qui ne viennent pas pour la cause écologique, qui n'en ont rien à faire, mais qui viennent là-bas pour taper et attaquer nos institutions, qu'il y ait des représentants de l'institution sur place qui expliquent que le problème c'est les policiers. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, ses tweets de ce week-end, je vais vous dire au fond. Il ne se serait rien passé de violent si Darmanin n'avait pas déployé 3000 policiers et gendarmes pour protéger, entre guillemets, un trou dans la terre et un tuyau. Une marche dans les champs s'est donc transformée en un exercice de répression policière aveugle, ultra-violente. Voilà les propos de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il est insoumis devant les violences policières, mais il est soumis devant toutes les autres formes de violence. Et vous savez pourquoi ? Parce que Jean-Luc Mélenchon et ses amis, ce sont les rentiers de la colère, les rentiers de la misère des petites gens, et ils sont les actionnaires de ces formes de violence. Il faut le contester. Je le dis, il y a d'un côté ceux qui sont prêts à saper nos institutions pour les causes qu'ils servent, et ceux qui les défendent. Et ceux qui les défendent
elles sont de notre côté. Il y a un problème, en tout cas, de chacun qui se renvoie la balle. Et j'aimerais bien qu'on essaie de comprendre comment on en est arrivé là. Mais puisque vous évoquez Sainte-Soline et la question de l'usage de la force, la Ligue des droits de l'homme avait envoyé à Sainte-Soline 22 observateurs et elle fait ce constat. Elle dit: nous avons constaté un usage immodéré ou indiscriminé de la force sur l'ensemble des personnes présentes sur les lieux avec un objectif clair, empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain. Pardon. Vous aviez des policiers et des gendarmes là-bas, sur place. Vous avez vu les images de ces camions qui sont à l'arrêt, sur le bord de la route. Et qui sont pris pour cible. Et les images, on les a montrées. Pour cible, Apolline de Malherbe, incendiés. Incendiés. Vous iriez manifester en famille dans un endroit où il y a des gens qui ont encore une fois des boules de pétanque prêts à les jeter, qui ont des casques par dizaines, qui ont des barres de fer. Vous savez tout ce qu'on a récupéré comme matériel là-bas. Et le manifestant, est-ce que vous avez, pris les nouvelles du manifestant? Ils sont là pour assurer la protection des gens eux-mêmes. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé blessé? Non, il y aura une enquête là-dessus. J'ai honnêtement pas d'informations. Ce que je vous souhaite, c'est évidemment qu'ils s'en sortent. On n'a pas envie qu'il y ait de victimes humaines. Et il y a déjà eu trop de victimes parce qu'à chaque fois que vous avez des blessés, ce sont des victimes. Il y en a des deux côtés. Mais je vous dis juste, prenons garde à ne pas tout mélanger. On a le plus grand respect pour les gens qui manifestent dans la rue. On a le plus grand respect pour les gens qui expriment des colères et des angoisses. On les entend, on veut y répondre dans le cadre républicain, dans le respect de nos institutions. On veut trouver le chemin pour un accord, de sortir par le haut de cette crise sociale que nous connaissons. Mais rien, encore une fois, ne doit justifier qu'on puisse nous-mêmes internaliser l'idée que finalement, ils en sont arrivés à être violents parce qu'ils n'avaient pas le choix. D'abord, il y a de l'instrumentalisation derrière, avec des gens qui sont venus et qui veulent, de toute façon, saper l'autorité de l'État. Et ça date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas de la réforme des retraites. C'était déjà le cas depuis plusieurs années et on le constate partout en Europe. Mais on va y revenir sur la question des manifestations, pour le coup, des retraites, puisque là, on était sur Sainte-Soline. Mais puisque vous le dites à l'instant, vous dites: nous voulons apaiser. Il y a deux questions qui se posent ce matin. Comment en est-on arrivé là et comment en sortir? Si on se pose la question de comment est-ce qu'on en est arrivé là, il y a en tout cas un moment où ça a basculé, et cet élément déclencheur, c'est la réforme des retraites et le 49.3. Elisabeth Borne, dans un entretien à l'agence France-Presse hier, a dit, je cite, ne plus vouloir recourir au 49.3 en dehors des textes budgétaires. Est-ce qu'il faut entendre: je m'engage à ne plus utiliser le 49.3? Je suis porte-parole du gouvernement, donc je suis porte-parole aussi de la Première ministre, mais je me garde d'interpréter les mots à sa place. Ce que je veux vous dire, Apolline de Malherbe, ce qu'il faut comprendre. La Constitution autorise un gouvernement, lorsqu'il est minorité, à recourir à un outil constitutionnel qui s'appelle le 49.3, qui fait qu'au lieu de voter sur le texte, vous votez pour garder la confiance ou au contraire virer le gouvernement en place. Ce qui est un vote extrêmement puissant, vous l'avez connu, vous avez fait une antenne spéciale sur la question. Les parlementaires, majoritairement contre nous, ont décidé majoritairement qu'on devait rester. Bon, ils auraient pu décider autre chose. À 9 voix près, en effet, votre gouvernement a été sauvé. Le texte 49.3, la Constitution a été modifiée par Nicolas Sarkozy, qui autorise à l'utiliser sur tous les textes budgétaires et une fois par session parlementaire sur d'autres textes d'autres natures. Nous avons utilisé le 49.3 sur le budget. D'ailleurs, la Première ministre ne l'exclut pas, puisque le budget, c'est le moment où on se compte. C'est le moment où les députés de la majorité votent et les députés de l'opposition ne le votent pas. C'est que là, vous êtes en train de faire un cours constitutionnel. Mais en fait, on n'en est plus là. C'est pour rappeler, pardonnez-moi, un basique qui est de dire que... Mais les gens ont très bien compris désormais comment ça fonctionnait, le 49.3. n'est pas une arme gouvernementale qui serait tombée du chapeau. C'est non, quelque moi, ce que chose je veux comprendre, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans la déclaration d'Elisabeth Borne hier? Si je comprends bien à votre explication de texte, il n'y a rien de nouveau. C'est pas qu'il n'y a rien de nouveau. Non, mais quand elle dit ne plus vouloir recourir au 49.3 en dehors des textes budgétaires, c'est exactement ce qu'elle a dit jusqu'à présent. Donc il n'y a rien de nouveau. Rien n'a été changé par rapport à ce qui s'est passé. On rappelle une détermination qui est totale, mais vous nous disiez la même chose le matin même du 49.3. Je vous dis, Apolline de Malherbe, je vais vous répondre. Le président de la République nous a demandé, d'ailleurs on aura une réunion à l'Élysée tout à l'heure, où la Première ministre présentera un agenda avec la rencontre des groupes politiques, puis des syndicats, pour qu'on construise un agenda qui nous garantisse de pouvoir bâtir texte par texte des majorités avec la droite et ou avec la gauche, de manière à ce que nous n'ayons même pas à nous poser la question du 49.3. Ce que nous voulons faire, c'est, et d'ailleurs nous l'avons fait, vous l'avez rappelé vous-même, merci de l'avoir fait, depuis maintenant un peu plus de 9 mois, nous avons fait adopter plus de 20 textes sans 49.3 en construisant des majorités. Ce que la Première ministre dit, c'est que sur ce texte des retraites, on a tout fait pour l'éviter, vraiment on voulait l'éviter, on aurait voulu passer avec un vote, on a toujours souhaité, nous, qu'il y ait un vote sur l'article 7 à l'Assemblée nationale, et l'obstruction l'en a empêché, et à la fin des fins, eh bien, ceux qui nous avaient dit on votera, on dit on n'est pas sûr finalement de voter. Ce qu'on veut maintenant, c'est vraiment pour apaiser, de pouvoir construire
une majorité texte par texte et ne plus se poser la question du 49.3. Mais vous ne dites pas ce matin, nous n'utiliserons plus le 49.3. Elle-même ne l'exclut pas, elle l'exclut pas d'utiliser le 49.3 sur les textes budgétaires. Alors moi j'ai fait un exercice mental, Olivier Véran, quand j'ai vu les déclarations d'Elisabeth Borne hier soir, j'ai fermé les yeux et je me suis dit attendez, on va essayer d'imaginer qu'on est il y a 2 semaines, qu'on est avant l'utilisation du 49.3. Et à ce moment-là, je trouvais que ces propos, tenter de mettre de l'apaisement avec les syndicats, renouer le dialogue avec les syndicats, tout faire pour ne pas recourir au 49.3, c'était raccord. Mais est-ce que vous n'êtes pas juste trompé de timing? C'est redire ça aujourd'hui, c'est complètement décalé. Non, c'est pas décalé. Pardonnez-moi. C'est dire que depuis que nous avons été élus, depuis que les Français nous ont accordé une majorité relative et pas absolue, on fait avec un Parlement absolument inédit dans la 5e, c'est-à-dire un Parlement dans lequel nous n'avons pas la majorité. Et les Français nous ont demandé de construire des majorités. D'abord, on rappelle qu'on a toujours réussi à le faire, sauf sur le budget et sur le texte des retraites. Et on le regrette, on aurait voulu le faire. Et ce qu'on dit aux Français, c'est que oui, on a entendu leur volonté, qu'on puisse travailler avec les uns, avec les autres, et qu'on construise des coalitions, et qu'on s'engage à le faire. Et ceux avec qui vous voulez travailler, c'est notamment les syndicats. Or, Laurent Berger, il vous avait prévenu. Je reprends encore le fil de ma réflexion. Il y a 15 jours, nous étions avant l'utilisation du 49.3. Il était ici même à ce micro et voilà ce qu'il disait. La détermination qui s'exprime dans la rue est en train de se transformer en colère. Adopter via le 49.3, cette procédure hâtive, une réforme à la fois très impactante pour la vie de dizaines de millions de gens, injuste de notre point de vue et mal bricolée, ce serait une forme de vice démocratique. Que la fin de l'histoire soit un 49.3, ça me paraît non seulement incroyable, mais dangereux. Que ne l'avez-vous pas écouté? Mais on écoute Laurent Berger, croyez-moi, en dialogue avec Laurent Berger, on lui tend la main, et il a d'ailleurs une hauteur de vue et une posture très digne dans la période. Il condamne, lui, les violences sans mettre de mais, et il se garde bien de faire de la politique politicienne à partir de la violence. Dans son intervention de la semaine dernière. Moi, j'ai entendu le président de la République, vous l'avez entendu puisque vous l'avez diffusé à Bruxelles, dire à Laurent Berger, je tends la main pour rencontrer l'intersyndicale. Mais vous avez aussi entendu son intervention au journal télévisé de 13h. Je vous garantis. Non, mais je veux dire, vous préférez garder le moment où il est sympa, mais il y a aussi des moments où il a décidé d'être un peu moins sympa avec Laurent Berger quand même, et de le citer nommément, et de dire qu'il était en minorité, presque de l'humilier. Laurent Berger ici même a dit qu'il l'avait vécu comme une gifle. C'est une question que vous posez? Oui, vous sélectionnez la parole du président. Vous me demandez si le président de la République a humilié Laurent Berger ou vous l'affirmez? Parce que j'ai pas entendu la question. Je vous pose la question. Non, il l'a ressenti comme ça, lui. Attendez, il n'a pas du tout humilié qui que ce soit. Il ouvre la porte à un dialogue avec les syndicats. Il propose de recevoir l'intersyndicale. Il a proposé la CFDT sur la base d'ailleurs de revendications anciennes et justes de la CFDT, de travailler sur les fins de carrière, de travailler sur la pénibilité, de travailler sur les petits salaires en dessous du SMIC. Ce qui dit le président de la République. Donc de parler de tout sauf des retraites. Non, mais ce que dit le président de la République, c'est nous avons un désaccord sur l'âge de départ. Nous avons un désaccord sur la manière d'équilibrer le système des retraites. Nous avons un désaccord. Mais la CFDT ne nie pas d'ailleurs qu'il faut équilibrer le système des retraites. Et ça les honore. D'accord? Il dit là-dessus, on ne se mettra pas d'accord. On l'a compris sur les 64 ans. Nous, on a pris nos responsabilités. Et d'ailleurs, on a demandé au Parlement de nous dire si on était légitime pour prendre cette responsabilité. Maintenant, on attend la validation par le Conseil constitutionnel. Elle interviendra, nous l'espérons, en tout cas dans les prochaines semaines, on aura la réponse. Ok, on va pas s'arrêter, on va pas geler le pays autour de cette question et de ce désaccord. Ça doit pas nous empêcher de parler de tout ce qui importe dans la vie des Français, dans leur quotidien et dans la vie des salariés. Et là-dessus, je vais vous dire ma conviction, c'est qu'on va y arriver. Parce que nous l'avons fait avec les syndicats et le patronat le mois dernier, quand on leur a demandé de trouver ensemble un accord pour mieux répartir les richesses et la valeur dans l'entreprise. Ils ont signé un accord. On s'est engagé à respecter cet accord et à le mettre dans la loi. Donc, à côté de l'objet 64 ans, qui est aujourd'hui une ligne rouge, et on le comprend. Mais qui est quand même un gros objet, quoi. C'est ce qu'on appelle un éléphant dans la pièce. Personne ne dit le contraire. Mais excusez-moi, Laurent Berger, ce matin, pour la vie des Français, il n'y a pas que ça. Si le président dit les 64 ans ne s'appliqueront pas, alors on sera d'accord pour rediscuter. Oui, et nous disons, lorsque le Conseil constitutionnel aura validé, on se retrouvera pour discuter. Vous pensez qu'il va valider? Parce que je ne sais pas si vous avez lu dans le journal Le Monde les propos du constitutionnaliste très reconnu, Dominique Rousseau, qui dit, je le cite, il semble difficile que le Conseil constitutionnel ne censure pas la loi de la réforme des retraites, tant les motifs d'inconstitutionnalité pour des raisons de forme sont sérieux. Personne ne peut contester, dit-il, que les débats ont été précipités à l'aide d'outils comme l'article 47.1, détournés de son usage habituel. Mais c'est formidable. Mais je ne vais pas faire de commentaires. On va juste laisser les juges constitutionnels, c'est leur rôle de le faire. Ils ont cette fonction, ils sont indépendants. Vous leur avez on va les laisser demandé faire ce travail-là.
Non, on leur a demandé, la Première ministre les a saisis pour être sûr qu'ils soient saisis, ce qui est un acte symbolique fort qui montre qu'on a envie de cette validation par le Conseil constitutionnel. Mais je vais vous donner ma conviction, Apolline de Malherbe, c'est que on va se retrouver autour d'une table. Dans quelques jours, dans quelques semaines au plus tard, on va se retrouver autour de la table. Ils vous ont dit qu'ils viendraient? Avec les syndicats. Mais ils aiment leur pays, ils aiment les salariés, ils les défendent. Il y a beaucoup de combats qu'ils mènent à côté des 64 ans. Et nous sommes en responsabilité pour décider, mais on ne veut pas décider seul, on veut le faire avec eux. On veut parler de ça. Dans la rue, Apolline de Malherbe, jeudi, et sans doute encore demain, vous aviez des gens qui contestaient les 64 ans. Mais vous aviez aussi des gens qui contestaient d'autres problèmes liés au travail. Ces salariés de la première et la deuxième ligne pendant le Covid, dont la vie n'a pas changé, mais qui ont vu les cadres, eux, partir en télétravail. Ils ont envie qu'on s'occupe d'eux. Entendez dans les messages, moi j'entends, je discutais avec un cuisinier, il me disait le problème c'est pas tellement l'âge, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, on est de toute façon usé et fatigué, il faut qu'on fasse autre chose, il faut les accompagner. J'écoutais une AESH qui disait comment vous voulez que je vive dignement avec mes revenus d'aujourd'hui. Il faut pouvoir l'écouter et travailler sur ces bas salaires. Donc il y a énormément de préoccupations du quotidien des Français qui se retrouvent aujourd'hui dans un magma lié à la question des 64 ans, qui est un vrai sujet et que je ne néglige pas, que je ne nie pas et qu'on assume. Mais toutes ces questions-là, il faut les aborder. Et puis vous avez les jeunes qui ont rejoint le cortège jeudi, eux, avec un ressentiment démocratique, avec le sentiment que les choses ne se passeraient pas normalement du fait de l'usage du 49.3. Qu'est-ce que vous leur dites?